Alors, voici la suite du chapitre 9, au moment où la proposition d'assurance arrive chez le souscripteur pour une évaluation. Quelles sont les lignes de conduite sur l'évaluation des risques? Cette évaluation va se reposer sur la description des maladies ou des paramètres en jeu, les éléments à prendre en considération de la maladie, la description des exigences médicales selon le montant de la prestation, exemple, analyse de sang, visite spécialisée chez le médecin, etc. La décision la plus probable au niveau des risques de santé, les tableaux des tailles, des poids et des risques moyens. Déclaration du médecin traitant, si les antécédents médicaux sont particuliers, s'il y a une histoire médicale un petit peu plus importante. Dans la proposition, le client aura signé une autorisation de demander un rapport médical au médecin. Ce rapport-là sera demandé par l'assureur et directement entre l'assureur et le médecin. Par ailleurs, c'est l'assureur qui paye les frais de cela. L'assureur pourrait aussi demander un examen médical de son côté par rapport à un médecin agréé s'il a des réserves sur la santé et si le montant de l'assurance demandée est très élevé. Il y a aussi un organisme qui s'appelle le Bureau des renseignements médicaux. La plupart des assureurs y sont membres pour un paiement annuel. Et ce qui arrive à ce bureau-là, c'est qu'il y a un échange de renseignements médicaux entre les compagnies. C'est crypté et c'est des rapports très, très cryptés et confidentiels. Le représentant, lorsqu'il voit le client, doit informer le client qu'il est mieux de donner toute l'information sur son histoire d'assurance ou de santé dans la proposition qu'il est en train de remplir avec lui. Et parce que ces informations-là, s'il y a eu d'autres demandes à d'autres assureurs, des refus ou peu importe, des situations dans son dossier qui ont été déjà nommées, eh bien qu'elles seront partagées avec la compagnie d'assurance. Cependant, l'assureur ne peut pas se servir de cette information-là pour rejeter ou majorer la prime pour qu'il se base sur d'autres éléments. Le client doit effectivement encore ici signer, donner son autorisation. Le rapport des antécédents de conduite automobile est important parce que le dossier de conduite influe sur le risque de décès. Entre guillemets, chez les jeunes, ça arrive beaucoup que certaines assurances ne puissent être émises à cause d'un dossier de conduite très mauvais. Il peut y avoir un rapport d'inspection ensuite. Si, par exemple, les doutes persistent sur la situation de santé du client, il pourrait y avoir des entrevues, une enquête, des entrevues peuvent être téléphoniques ou même en personne. Ensuite, les demandes de clarification ou de supplément d'information peuvent se faire souvent par téléphone. Ça peut ralentir le processus par ailleurs. OK? Donc, c'est important que le client dise tout dès le départ. Il y a l'évaluation des risques financiers ensuite. Est-ce que la protection est raisonnable selon la situation du client et est-ce que le client va être en mesure de payer les primes en lien avec la protection demandée, le type de protection demandée? Au niveau de la citoyenneté canadienne, les règles peuvent différer d'une compagnie à l'autre, mais de base, les résidents permanents, en général, ont droit, s'ils confirment leur statut, à avoir une assurance vie. Si la personne habite le Canada depuis moins d'un an, il risque d'avoir une catégorie de risque aggravée si il retourne faire des séjours dans d'autres pays. Quelqu'un qui n'est pas encore résident permanent, mais qui en a fait la demande, peut être assuré ou pas selon. La ligne de conduite, c'est qu'il y a une protection maximale possible selon la profession et les compétences et ça demande une copie du permis de travail au Canada. Preuve qu'ils ont aussi demandé le statut de résident et preuve de revenus réguliers. Payer la prime toujours. Pour ce qui est des étudiants internationaux, en général, ceux-là n'ont pas le droit d'être assurés, à moins d'être dans un des groupes précédents, soit résident permanent ou en attente de statut de résident permanent. Pour les voyageurs réguliers, il pourrait y avoir un risque aggravé ou des exclusions, dépendant de la fréquence des voyages et dans quel pays ont lieu ces voyages-là. Au niveau des passe-temps aussi, est-ce que le client pratique des activités à risque, des activités qui pourraient entraîner un risque de décès plus élevé? Si oui, il risque d'avoir une exclusion de ces activités-là dans la police. Alors maintenant, l'assureur va établir des catégories de risque au niveau de la tarification. Il y a d'abord la catégorie moyenne, qui est la catégorie normale où les primes vont être un tarif moyen. Il y a la catégorie privilégiée pour quelqu'un qui serait en super forme.
Donc, le risque super faible de décès, super forme et aussi conditions super sécuritaires, où les primes à ce moment-là seraient plus basses ou dites d'un tarif privilégié. Il pourrait y avoir aussi des surprimes dans le cas où le risque est majoré, mais encore acceptable. À ce moment-là, on parlerait d'un tarif plus élevé, une prime plus élevée. Puis il y aura des exclusions aussi s'il y a un risque particulièrement inquiétant du côté de l'assureur, il est possible qu'il refuse de couvrir le client. Si le client avait au départ un risque à majorer ou aggravé, par exemple, il pourrait éventuellement demander à l'assureur par écrit d'enlever la surprime en question qui faisait le risque aggravé et de demander une réduction de prime. Par exemple, si la personne a arrêté de fumer depuis 1 an, pourrait demander une réduction de prime pour non-fumeurs dorénavant. Il peut aussi y avoir en bout de ligne le rejet carrément de la couverture. Ça peut être un rejet temporaire ou permanent qui peut être en lien avec une condition qui, si la condition disparaît, la possibilité de s'assurer pourrait revenir. Maintenant, quels sont les facteurs qui vont avoir un impact sur la tarification? Bon, on sait que les statistiques nous parlent à ce sujet-là, que l'âge, hein, risque de décès augmente avec l'âge, que le sexe, on sait que les femmes ont une plus grande longévité que les hommes, que l'état de santé ou les catégories de risque peuvent avoir une influence sur le risque de décès prématuré, que les emplois dangereux peuvent effectivement entraîner des accidents mortels plus, et le style de vie dangereux lui-même, qui souvent va faire l'objet d'une exclusion, sont tous des facteurs qui vont influencer la prime en bout de ligne. Alors, quels sont aussi d'autres facteurs qui vont influencer la prime et qui n'ont rien à voir avec le client, qui ont à voir avec finalement ce qui se passe dans la compagnie? Ce sont d'une part les coûts de mortalité, c'est-à-dire avec les statistiques de décès dans la population, la compagnie va faire des prévisions de décès dans la réalité, mais dans la réalité, si les décès ont été plus élevés ou moins élevés que prévu, mais ça va avoir une influence sur les primes dans les nouvelles polices. Pour ce qui est des frais de gestion, c'est la même chose, qui sont les dépenses commerciales entourant toute la gestion des polices d'assurance vie, les contrats, etc., les réclamations. Et ces frais de gestion-là sont en partie payés par les rendements des placements en lien avec les primes qu'on remet à l'assureur et les frais annuels de la police. Mais aussi la prime elle-même, il y en a une partie qui sert à payer les frais de gestion. Et enfin, les revenus de placement, c'est un investissement qui va augmenter les réserves actuarielles avec les rendements. Donc, cette réserve actuarielle-là peut fluctuer et donc avoir une influence sur les primes futures. D'ailleurs, le petit article qui vous parle justement de pourquoi les primes ont haussé depuis un certain temps et la réponse est relativement simple, est en lien avec les rendements ou les taux d'intérêt qui sont beaucoup plus bas en ce moment. Donc, les réserves actuarielles sont parfois moins élevées que prévu. La notion de réassurance, c'est une compagnie d'assurance qui s'assure auprès d'une autre qui, elle, va accepter des risques plus grands que la compagnie elle-même serait en mesure de prendre. Alors, c'est une responsabilité d'une limite de protection pour l'assureur habituel qu'on va appeler la limite de rétention. Et pour des montants plus élevés, va accepter la proposition du client si elle peut transférer le risque à une compagnie de réassurance. Puis ensuite, l'émission de la police et la livraison. La police est émise, le représentant va livrer la police. On demande d'avoir une rencontre personnelle justement pour vérifier l'assurabilité. Okay? Et s'assurer que si la prime n'avait pas été remise au départ, qu'elle le soit. Alors, si tout est beau, la police est remise au client. Sinon, le représentant la rapporte pour une nouvelle analyse. Du côté du client, le client accepte le contrat d'assurance en signant et avec une date de la réception du contrat. À ce moment-là, l'assuré a une période d'examen gratuit de 10 jours. S'il change d'avis, il a le droit de résilier son contrat sans aucune conséquence. Tout simplement, les primes vont lui être remboursées à 100%. Pour ce qui est du côté de l'assureur, lui, a 2 ans pour exercer ce droit de résiliation en tout temps. Si c'est une présentation frauduleuse, pendant de 2 ans, s'il découvre des erreurs et des omissions dans les informations fournies par le client dans son assurance.
Un dernier point concerne l'assurance vie collective au niveau de l'évaluation des risques. Et la grande différence ici, c'est que le risque n'est pas analysé pour chacune des personnes qui fait partie du groupe, mais c'est plutôt une vue d'ensemble du groupe au niveau de la moyenne d'âge, le type d'emploi dans cette compagnie-là, etc. Donc, l'âge dans son ensemble, combien d'hommes, de femmes, quels sont les emplois occupés, vu dans un groupe, fait en sorte que individuellement, chacun n'a pas à vivre une prime plus élevée à cause de son état de santé qui est moindre. Alors, l'assureur va comparer les données d'un groupe X avec son expérience de d'autres groupes semblables. Okay? Et les primes qui vont être offertes vont l'être par 1000 $ de protection. C'est un tarif par catégorie, de sorte que c'est plusieurs catégories dans l'entreprise, mais chaque catégorie va avoir sa prime. Et ces primes-là sont recalculées annuellement en fonction de l'évolution de la démographie et évidemment du nombre de réclamations. Donc, on va appeler à expérience. Parfois, les assurances collectives vont offrir une garantie supplémentaire de couverture. À ce moment-là, l'employé devra fournir une preuve d'assurabilité parce qu'à ce niveau-là de la garantie supplémentaire, c'est comme la personne individuelle qui prend l'assurance. Et cette prime-là va être en fonction de l'âge et du tabagisme ou non tabagisme. Pour ce qui est des assurances prêts, ou ce qu'on va appeler l'assurance vie des créditeurs, ceux-là vont demander très peu de questions de santé, minimales seulement, quelques questions de base, savoir si la personne est pas malade ou en train de mourir au moment de l'assurance prêt. Et par ailleurs, si la personne décède, c'est à ce moment-là qu'il pourrait y avoir une évaluation des risques, donc après la réclamation. Donc, ça peut prendre longtemps avant que la prestation de décès soit émise au prêteur pour rembourser le prêt, parce que ça appartient pas à l'individu, ça appartient au prêt. Alors, la police est émise sur une base d'évaluation de risque légère, mais au décès, il va y avoir une évaluation plus élaborée. Ça peut être embêtant pour le client. C'est tout. Bonne étude.